Namasté Swami. Namasté Brenda. 2022, l'éveil ou le chaos. C'est une vidéo que tu as enregistrée en fin d'année dernière en parlant des perceptions que tu avais pour cette année 2022, de ce que tu pressentais. Et quand on regarde ce qui est en train de se passer depuis le début de l'année, on est aux 3/4 de l'année, on a plutôt l'impression que c'est le chaos qui a pris forme, avec cette nouvelle guerre en Europe, avec une intensification et une accélération des changements climatiques, avec des conséquences de plus en plus rapides et étonnantes aussi. Et dans ce combat dont tu as parlé, entre l'ego et la conscience, entre l'obscurité et la lumière, finalement, on ne sait pas trop qui est en train quelle va être l'issue de cet affrontement. Et qu'est-ce que tu perçois aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Il ne s'agit pas dans mon approche de faire peur ou d'être dans le catastrophisme, oui. Mais les catastrophes, on les vit. Ce n'est pas quelque chose d'utopique, ce n'est pas un aspect subjectif, parce qu'il y a des gens qui vivent des situations qu'ils estiment comme étant catastrophiques de leur point de vue. Mais là, il s'agit de phénomènes objectifs, des guerres qui font des milliers et des milliers de morts, qui mettent en péril une grande partie de l'humanité, des phénomènes climatiques qui deviennent de plus en plus violents, dangereux, dévastateurs. Donc ce sont des éléments tout à fait objectifs. Oui, le pire est à venir parce que globalement, la très grande majorité, on n'a pas compris, on ne comprend pas à la fois les messages qui nous sont envoyés et donc la façon de remédier à cela. On est vraiment complètement en décalage par rapport à ce qui se passe. Ça fait très longtemps en fait que les choses se dégradent sur différents plans, que ce soit sur le plan de l'écologie, par rapport à nos modes de vie, mais par rapport à nos relations, aux conflits qui deviennent de plus en plus meurtriers et qui prennent des proportions extrêmement dangereuses compte tenu de l'armement que des pays possèdent aujourd'hui, notamment l'arme nucléaire, et on voit bien que les êtres humains n'ont pas progressé en sagesse, on peut même parler de régression, parce que l'ego, il ne se dégonfle pas. Donc, il y a deux façons d'aborder les choses. Si on est un simple observateur, voire même un scientifique, on sait que les choses vont s'empirer. Ça fait longtemps qu'on parle de la 6e extinction de masse qui a commencé, qui a débuté. Elle ne s'est pas arrêtée parce qu'on ne veut plus en parler, parce qu'on veut zapper cette information. Elle se développe. Et on peut en parler aussi d'un autre point de vue qui finalement dit la même chose quand on a cette approche visionnaire. Alors oui, que je vois n'est pas réjouissant pour la majorité, mais en même temps, voilà, c'est de le chaos que surgira la lumière, en tout cas, il faut l'espérer. C'est important. Oui, puis ce n'est pas faire preuve de pessimisme que de regarder une réalité en face. En l'occurrence aussi, si on parle déjà du changement climatique. Oui. On voit bien que ces changements, ces bouleversements s'intensifient, s'accélèrent, et même ce qui laisse un interrogateur, c'est quand on voit des scientifiques être à ce point étonnés de la rapidité avec laquelle se produisent les phénomènes qu'ils attendent, qu'ils ont prédits, mais qui s'accélèrent. Et donc, de ce point de vue-là, il y a effectivement une intensification, et à côté de ça, il y a une lenteur. Et il y a une réponse, ou plutôt une non-réponse, qui est totalement en décalage avec la situation. Et c'est là où on peut se poser la question et même se demander comment on va pouvoir se sortir d'une telle situation qui s'accélère. C'est comme un train qui part à grande vitesse et on ne fait pas ce qu'il faut pour l'arrêter. Oui, tu dis est très juste. Le problème de la communauté scientifique, outre le fait que tout le monde n'est pas d'accord, mais globalement la grande majorité des scientifiques parlent de ces problèmes liés au mode de vie des êtres humains et de l'impact que ça a sur le climat et donc des conséquences. Maintenant,
il y a une approche, beaucoup qui ne veut pas être trop catastrophique, mais qui disent quand même les choses depuis longtemps. Et puis d'autres qui ont eu une approche quand même rigoureuse, mais voilà, n'ont pas effectivement, ont sous-estimé la rapidité de ce processus et donc la dégradation qu'on allait vivre sur le plan donc de nos écosystèmes, du climat, etc. Donc oui, c'est une réalité qui aujourd'hui échappe à peu de personnes. Il y a toujours des gens qui sont dans le déni, qui refusent de voir ça. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, en réalité. C'est pas nouveau, ce déni, il est là depuis longtemps. La grande majorité des personnes aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont une approche plus réaliste, tout simplement parce qu'on est confronté à cela. Parce qu'il est difficile de nier cette réalité quand tous les jours on la voit autour de nous, voilà, des milliers, des centaines de milliers d'hectares dévastés, soit par les raz-de-marée, par les eaux, par des inondations, ou alors les forêts qui brûlent. Et ça atteint une telle proportion qu'on ne peut plus se dire normalement que c'est un phénomène qui se fait de temps en temps, qui s'est déjà produit. Non, on sait bien que des phénomènes comme ça ont déjà existé, mais cette ampleur et la récurrence, ça c'est un facteur nouveau, mais c'est toujours pareil, c'est pour ça qu'on en est là. Parce que si on avait une approche plus raisonnable dans le sens plus consciente, en simple communion avec la Terre, mais ça fait longtemps que la Terre nous dit cela, ça fait longtemps. Nous croyons que nous pouvons continuer à détruire les forêts, à les dévaster pour toujours faire plus de pâturage, d'élevage, pour ensuite tuer des milliards, parce que c'est par milliards, des animaux chaque année, dans des conditions horribles, et que nous pensons que tout cela, finalement, n'a pas d'impact. Pour des personnes qui ont vraiment ouvert les yeux, et il y en a de plus en plus qui le font, qui vivent cela, parce que certes ce chaos il va se poursuivre, mais en même temps il permet des prises de conscience, et heureusement. Et donc dans un premier temps, ce que l'on réalise, c'est ce qu'on ne voulait pas voir. C'est l'ampleur des catastrophes, et on réalise de plus en plus que ça ne va pas s'arrêter, ça va s'amplifier. Mais dans un deuxième temps, c'est de se dire, mais pourquoi on en est là? Alors beaucoup ont le réflexe de pointer du doigt l'autre, évidemment, c'est à cause d'un tel, à cause de ceci, à cause de cela, mais il y en a qui auront effectivement la bonne attitude et qui vont se dire, mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Moi, qu'est-ce qui se passe? Quelle est ma part? Quelle est ma responsabilité? Et à partir de là, on peut effectivement enclencher ce changement, parce que on va comprendre que notre façon de vivre, notre relation à l'autre, à la nature, aux autres, aux êtres humains, aux animaux, il y a globalement rien qui va. Oui. Et on a besoin d'un profond changement, en fait. Oui, ce profond changement, tu en avais parlé justement dans cette vidéo 2022, l'éveil ou le chaos, et de l'énergie de ce 22 et de l'importance, même de l'urgence, de ne plus raisonner en termes seulement égoïstes, en raisonnant autour de sa propre personne, mais de s'ouvrir et d'avoir cette vision plus globale et plus altruiste. Or, il semblerait que pour beaucoup encore, ce pas est difficile à franchir, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le lien de cause à effet entre mon impact, l'impact que j'ai en tant qu'être humain par ma consommation d'eau, par mon alimentation, par les transports que j'utilise sur la planète. On préfère se dire, pour beaucoup en tout cas, on préfère se dire oui, mais c'est parce que la Chine refuse de réduire ses émissions, c'est parce que les États-Unis ne font pas ce qu'il faut, etc. Alors que ce qui est en train de se passer, le grand changement qu'on observe, c'est que maintenant on est directement impacté. Même dans les pays riches, que ce soit aux États-Unis, en Europe, il y a des méga-feux, des forêts entières qui brûlent, les réserves d'eau, les nappes phréatiques s'assèchent, on en arrive maintenant à vivre des restrictions d'eau,
et du coup on commence à être impacté directement. Est-ce que c'est ça aussi qui doit continuer à s'aggraver, pour qu'il faut être vraiment touché à ce point personnellement pour qu'on réagisse et qu'il y ait un nombre suffisamment important de personnes qui font ce changement? Malheureusement, oui. C'est bien le propre de l'égoïsme. On va commencer à s'intéresser à l'autre parce que l'autre, finalement, quand il est impacté, il nous crée des problèmes. Quand on prend conscience que ces phénomènes, notamment climatiques, vont générer des flux migratoires terribles, alors on va commencer à se dire, ben oui, ce qui arrive chez les autres, ça me concerne. On est dans une approche profondément égoïste. Pour la plupart, c'est ça qui est le déclencheur. Oui. Par exemple, quand on parle des problèmes justement au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on sait que c'est un problème majeur. Alors, si on soulève le problème de l'élevage, alors ok, on finira par se dire il faut manger moins de viande. On ne parle pas d'animaux, hein, mais manger moins de viande, parce que finalement ça va réduire l'impact. Mais voilà, je veux dire, on est toujours dans la même approche. L'idée, c'est pas de se dire, après tout, est-ce qu'on a besoin de tuer ces milliards d'animaux, de les élever dans des conditions abominables, de les torturer, de les martyriser? Cette question, on ne se la pose pas. Pour la plupart. Et de mon point de vue, je crois que c'est le message que nous envoie la Terre depuis longtemps. Il est temps qu'on se pose les bonnes questions. Il est temps vraiment qu'on se pose les bonnes questions. Parce que ce qui se produit là sur la Terre, les changements climatiques avec les effets dévastateurs qu'il y a, les conflits et les guerres, les famines, etc., tout ce que l'on voit, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Quand on analyse bien le problème, il y a un dénominateur commun à tout cela. Le dénominateur commun, c'est l'être humain. Cette polarisation dont tu as beaucoup parlé quand tu as parlé de 2022, on le voit dans l'amplitude des changements. On voit que, par exemple, sur le changement climatique, on a des énormes sécheresses, des températures caniculaires. En Inde, on avait des oiseaux qui tombaient du ciel déshydratés. Il faisait une chaleur, il faisait plus de 50 degrés au printemps dernier. En Europe aussi, on a connu ces vagues de chaleur. Et puis ensuite, on a des inondations phénoménales. Le Pakistan, par exemple, qui est englouti sous les eaux, c'est quelque chose de jamais vu. On a une intensification de ces opposés, en fait, comme si le balancier balançait de plus en plus fort de part et d'autre. La chaleur s'intensifie, le froid s'intensifie, l'eau, le feu. Est-ce que c'est à dire qu'on doit vraiment, nous, expérimenter toute cette dévastation, cette souffrance, pour enfin avoir ce sursaut de conscience et reconsidérer totalement notre façon de vivre et notre relation à la Terre? On pourrait l'éviter si on avait d'autres valeurs. Si pour nous, le respect de l'autre, de la planète, des autres espèces de vie avait du sens. Et l'amour. Si ça avait de la valeur, les choses pourraient être différentes. Bien sûr, si on fonctionnait dans une approche différente avec tous les autres, notamment sur le plan, je dirais, de l'égoïsme, on en a parlé, tant que on ne s'intéresse pas vraiment à l'autre autrement que par rapport à ce qu'il peut nous apporter, alors on ne pourra pas sortir de cette situation. Et c'est pour ça qu'on est dans cette situation. Donc c'est un changement profond. Et jusqu'alors, on fait des adaptations, on fait des changements circonstanciels. Si on ne peut pas finalement dominer l'autre, alors on va essayer de fonctionner avec. Mais tout ça, ça ne marche pas. Il nous faut apprendre à vivre autrement. Et pour vivre autrement, il faut apprendre à devenir autre chose. Il faut devenir quelqu'un d'autre. C'est pas une question de posture. Il va falloir aller au fond de soi-même, découvrir finalement ces qualités que nous avons et qui malheureusement sont enfouies. Parce que si elles étaient évidemment exprimées, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est un changement profond
Et de ce point de vue-là, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris à quel point ce changement, il était conséquent. On est encore dans quelque chose de très superficiel pour ceux qui veulent bien envisager le changement. Donc, voilà. Alors, effectivement, il y a quand même une minorité qui réalise que c'est bien plus conséquent que cela. Que ce qui est en train de se produire, effectivement, ces phénomènes vont s'aggraver, mais que cela interpelle, interroge sur ce que nous devons faire vraiment. Voilà. Ça reste une minorité qui devrait grandir. En fait, ça renvoie à ce travail sur soi, à cette prise de conscience et à cette transformation personnelle. Maintenant, si on voit ce qui se passe au niveau de la situation mondiale et des tensions, de toutes les zones de conflits, de guerre, quelles sont tes perceptions et comment est-ce qu'on peut jouer un rôle à chacun individuellement par rapport à ce qui est en train de se passer? Alors, les conflits et les guerres, ça n'existe pas que d'aujourd'hui, on le sait bien, mais seulement ça prend une ampleur de plus en plus conséquente. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que on est susceptible d'avoir recours à des armes aujourd'hui de destruction massive. On l'a déjà fait par le passé, mais rien ne nous garantit que ça ne se reproduira pas et qu'on n'arrivera pas à des extrêmes. Au contraire, je dirais les signes vont plutôt dans ce sens. Il y a un vrai problème derrière tout ça, c'est que quand on regarde les éléments objectifs, on s'aperçoit que les démocraties sont en recul, véritablement. Et ça, on a des éléments objectifs, puisque entre 2020 et 2021, les démocraties ont encore reculé dans le monde. On est à moins de 50%, on doit être à 45 ou 47% de pays voilà, démocratiques, même avec des démocraties imparfaites. Et donc l'autoritarisme, les dictatures prennent de plus en plus en fait d'importance. Elles se répandent, elles se normalisent. Et finalement, on est maintenant à s'interroger, vraiment, beaucoup de gens s'interrogent, quant au fait de se dire, mais est-ce que la démocratie peut vraiment l'emporter? Est-ce que c'est elle, au final, qui va arriver à se répandre dans le monde? C'est loin d'être gagné. Oui. Très loin d'être gagné. On l'a vu sur différents continents, de différentes manières, oui. Mais à quel point elle était en danger? Elle est en danger. Il y a de plus en plus de pays autoritaires, dire les choses ainsi, que ce soit en Afrique, en Asie, dans beaucoup d'endroits, en Europe aussi. Et finalement, cela est interpellant aussi sur, effectivement, la menace de nos libertés et de prendre conscience aussi de cette difficulté, finalement, à imposer, en tout cas, à ce que la démocratie se répande. Ça aussi, c'était intéressant de savoir, mais pourquoi, finalement? Et je crois qu'en fait, on en est là, parce que ça nous ramène toujours à cette relation d'ego à ego. Et donc, dans les dictatures, il y a un système qui s'impose, les plus forts gardent le pouvoir, maintiennent leur autorité, et puis les choses sont réglées. Pour dire ça simplement, dans les démocraties, c'est plus subtil, mais on est toujours dans ce jeu de pouvoir. Et on n'accepte pas forcément la défaite, même si l'autre a gagné de façon démocratique. On va remettre en cause. Donc, sans cesse, les personnes elles-mêmes qui vivent dans ces démocraties la mettent en danger en permanence. Dès lors que ça ne va pas dans leur sens, ils sont prêts, voire à tout détruire. On l'a déjà vu, on l'a même vu aux États-Unis, on le voit dans d'autres pays. Donc, derrière tout ça, en fait, se cachent les mêmes personnes. Et ce n'est pas simple. C'est une bataille d'ego, c'est toujours pareil, c'est le pouvoir. Alors un système démocratique aura tendance à
limité à donner d'autres perspectives, mais à condition de vraiment jouer le jeu, mais c'est loin d'être gagné. Donc là aussi, c'est un signal plutôt inquiétant que de se rendre compte à quel point des pays voilà, autoritaires, voire des dictatures, s'installent dans la durée et finalement sont de plus en plus nombreux dans le monde. Nombreux et puissants. Et finalement, Oui. est-ce que la dictature, un régime autoritaire, est-ce que ce n'est pas l'expression la plus élevée, en tout cas sur le plan politique, de cet ego, de ce besoin de domination et Oui. de pouvoir de l'ego, Bien sûr. donc qui est concentré aux mains d'une ou de quelques personnes et qui vont, une fois qu'ils ont accédé au pouvoir, qui vont tout faire et qui sont prêts à tout pour se maintenir Oui. dans ce pouvoir? Bien sûr. C'est pour ça que ce problème, on ne va pas le résoudre si on n'identifie pas la cause réellement. Et le problème des démocraties, elles sont fragiles parce que derrière, il y a toujours des personnes qui veulent le pouvoir et qui sont prêts à trécher aussi, on le sait bien, pour se maintenir au pouvoir et voire à faire basculer les démocraties, on l'a vu dans beaucoup de pays, pour finalement mettre des régimes autocrates à la place. C'est extrêmement, je dirais, pernicieux ce qui se passe, et il y a des choses aussi qui sont tellement flagrantes quand on parle de système d'oppression, quand on voit pays comme le Taliban, voir comment on peut réduire les femmes à l'esclavage. Et ce n'est pas le seul pays. Les Émirats arabes unis, on voit comment les femmes sont réduites dans leur liberté, enfin sont restreintes dans leur liberté, dans leur possibilité de choix. C'est terrible. Et ça existe encore. Et on pensait il y a quelques années que c'est un phénomène qui était en régression, mais on est en 2022, après cette dynamique de MeToo en 2017, les talibans reviennent au pouvoir. Et ce qui se passe dans d'autres pays aussi, c'est pas mieux. Donc ce combat est loin d'être gagné, est loin d'être fini. Et c'est pour ça que cet affrontement est extrêmement violent. Comment résoudre cela? Les femmes, quand on a des personnes en face qui veulent réduire l'autre à l'esclavage totalement et qui ne laissent aucune perspective de changement, de dialogue. On est dans une situation extrêmement difficile. Oui, et de ce fait, est-ce que la démocratie peut vraiment gagner tant que autant de pouvoir est concentré entre les mains d'êtres aussi peu éveillés, en conscience? Il y a c'est comme une maladie. Quand il y a une maladie qui génère des symptômes très douloureux, voire qui peuvent mettre ta vie en danger, il faut traiter les symptômes. Donc, la démocratie est un système qui permet de limiter, de juguler, pour canaliser ses ambitions, le pouvoir, etc., de limiter le nombre de mandats, etc., de ne pas avoir de parti unique et un certain nombre de choses qui favorisent. Mais on n'y arrivera pas seulement avec ce système. Et c'est ça le problème. Beaucoup ont cru qu'en mettant en place des systèmes en place comme cela, alors on arriverait à contenir, on allait évoluer comme ça vers plus de sagesse et finalement ça préserverait nos libertés, etc. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe parce que on ne s'occupe pas de la cause profonde. Et la cause profonde, c'est l'ego. La cause profonde, elle est là. Et si on ne s'y attelle pas, on ne va jamais résoudre le problème. C'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui. Et c'est pour ça que finalement, les dictatures, elles ont de vraies chances de l'emporter, de gagner. Aujourd'hui, en tout cas, on voit bien comment elles progressent. Et comme la Russie, comme la Chine,
On a beaucoup d'autres, hein. Malheureusement, l'Égypte, l'Iran, le Yémen, etc., la Birmanie, et ça se répand de plus en plus. Plus de la moitié des pays d'Afrique, enfin, on est dans des systèmes autoritaires ou des dictatures. Ça se normalise et on est vraiment dans l'effondrement aussi de nos libertés. Et les pays quand même démocratiques, pour beaucoup, il me semble, la population ne prend pas conscience de ce bien précieux. Et même si on est dans des démocraties imparfaites, c'est une évidence, forcément d'ailleurs, mais il faudrait quand même faire tout pour le préserver et tâcher de faire ce travail de fond qui fera que ensuite la démocratie deviendra évidente. Mais dans un premier temps, quand même, faire cela. Et c'est vrai qu'on en est loin aussi de ce côté-là. Pourtant, cette exacerbation du pouvoir, de l'autoritarisme, le fait de générer autant de conflits, ce n'est pas l'aspiration d'une grande partie de la population qui... si on prend ne serait-ce que la moitié de la population qui sont des femmes, qui essayent de faire vivre leur foyer, d'élever leurs enfants, évidemment je ne veux pas être manichéenne en disant qu'il n'y a que les femmes qui souhaitent la paix, mais une grande partie de la population aspire à vivre en paix. Et donc cela ne reflète pas finalement l'état du monde, ne semble pas refléter l'aspiration de l'humanité. Oui. C'est comme s'il y avait un petit groupe d'êtres qui par le jeu des forces obscures, répandent la violence, l'asservissement, et une grande partie de l'humanité qui aspire à vivre, tout simplement, à vivre. Même s'il y a une très grande majorité de la population qui aspire à vivre en paix, ça ne veut pas dire que cette majorité n'est pas dans le conflit et finalement n'est pas, je dirais, acteur dans les guerres qui existent, dans les conflits meurtriers. Je pense que là aussi, il faut être très, très prudent, parce que c'est comme, on pourrait dire, tout le monde aspire au bonheur, c'est clair. On aspire au bonheur, mais on fait le malheur des autres. Et on ne prend pas conscience de cela. Et donc, vivre en paix, ça veut dire quoi en réalité? On voudrait vivre dans la concorde, mais on ne réalise pas qu'on veut vivre en paix, on se dit on ne fait pas de mal aux autres, mais on ne réalise pas qu'on est dans un pays qui, par rapport à son mode de fonctionnement, exploite d'autres et les asservisse, et finalement on vit dans un certain confort parce que d'autres sont utilisés, manipulés, sont exploités. Oui. Combien les grandes nations se sont enrichies en France? On sait très bien le passé que l'on a, le passé colonial. Oui. Donc toutes ces richesses, elles proviennent d'où? Oui. Donc après, une fois qu'on a exploité, qu'on a pillé, qu'on a ceci, de dire on veut vivre en paix, oui, mais ceux qui sont en train de mourir de faim, ceux qui sont aussi dans l'extrême pauvreté, ils demandent à vivre en paix. Et que font toutes ces personnes qui veulent vivre en paix, qui vivent de façon tranquille, qui n'ont pas de problème matériel? Que font-elles pour les autres? Oui. C'est ça qu'il faut aussi se dire. En fait, c'est un vivre en paix qui est plutôt vivre tranquille, ma petite vie. C'est ça. C'est d'ailleurs un point que tu avais souligné aussi, je reviens encore sur cette vidéo, cette fameuse vidéo, tu avais vraiment bien expliqué, 2022, l'éveil ou le chaos, l'importance maintenant de ne plus vivre de façon égoïste, mais de s'ouvrir aux autres, de développer une approche altruiste, parce que c'est la seule façon pour nous tous de s'en sortir, de sortir de l'impasse dans laquelle se trouve actuellement l'humanité. Nous ne pourrons jamais vivre en paix tant que des femmes seront soumises à ce qu'elles vivent en Afghanistan et dans d'autres pays. C'est ça qu'il faut comprendre. Tant qu'on accepte ce mode de fonctionnement, alors on se dit finalement, c'est loin, ça ne me concerne pas, mais ça nous concerne. Ça nous concerne. Donc, on ne peut pas vivre en paix. On ne peut pas vivre en paix, parce que cette paix n'existe pas.
Et si elle n'existe pas partout autour de nous, c'est parce que, quelque part, elle n'existe pas profondément en nous. Il y a une vraie confusion, d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant. Ce mois de septembre, ça va être notamment l'occasion de célébrer, et en tout cas de parler le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix, et ça va être l'occasion pour nous, au mois de septembre, d'évoquer ce sujet tellement important. Et il y a beaucoup de confusion, justement, à propos de la paix. On confond le fait d'avoir une approche qui est de vivre dans la concorde, de pouvoir avoir une approche un peu pacifiée. Tout ça, c'est pas vivre en paix en réalité. La paix ne pourra vraiment s'instaurer dans le monde que quand les uns et les autres, nous allons faire ce travail en nous. Et là, il y aura vraiment un courant de paix qui va se diffuser. Pourquoi ça ne marche pas jusqu'alors? Parce que pour la plupart d'entre nous, on ne sait pas ce que c'est que la paix. On parle de moments de calme, des moments où on va s'entendre, mais après ça repart. Parce que la paix, elle n'existe pas à la périphérie. Et donc on confond, on utilise ce terme pour dire, c'est comme entre deux guerres, on est en paix. On n'est pas en paix entre deux guerres. C'est la trêve. Oui, c'est ça en fait. Si on fait vraiment la paix avec soi-même, si on découvre cette paix intérieure, alors on ne fait plus de guerre. On ne fait pas de guerre avec soi-même, avec les autres, ça change tout. Et forcément, non seulement on ne fait pas de guerre avec l'autre, mais on s'intéresse à l'autre. Ce n'est pas simplement de dire « je ne vais pas être en guerre avec toi », ton problème me concerne. Et si on était vraiment les uns et les autres en paix avec nous-mêmes, ça serait insupportable. On ne pourrait pas supporter les êtres qui meurent de faim, les femmes qui sont violées, qui sont battues, qui n'ont pas le droit de s'exprimer. C'est insupportable. Et si ça nous était tous, enfin majoritairement insupportable, on changerait les choses. Mais au fond, la grande majorité s'en fiche. C'est pour ça que ça se perpétue. Sinon, on le changerait. Donc, la clé de tout ça, c'est l'égoïsme. Si on ne change pas profondément, on n'y arrivera pas. Tu dis que les égos vont se renforcer de façon considérable et que l'affrontement avec la conscience va s'accroître. On a toujours l'impression qu'on est déjà au maximum. C'est quand on dit on a touché le fond, on réalise que le fond, il est sans fond. Et donc on peut toujours descendre plus bas. Oui, ça va être encore plus que cela. On le voit bien quand on assiste à des scènes qui peuvent... Enfin, tout dépend de notre niveau de conscience, mais moi j'en parle enfin à travers mon regard qui sont surréalistes. Quand on voit ces affrontements d'hommes politiques, de dirigeants, pourquoi en fait? Et qui sont prêts à détruire, à tuer des milliers, des dizaines de milliers de personnes, et plus que cela, à mettre l'humanité en péril, à créer des dégâts irréversibles qui vont durer des générations et des générations avec ces guerres. Pourquoi? Enfin, c'est tellement fou. Alors, on est dans un autre monde quand on est prisonnier de l'ego. Et donc, le problème, c'est que on va tellement loin que beaucoup ne peuvent plus retourner en arrière parce qu'ils sont allés trop loin. Et donc, ils sont dans le déni, et donc, au contraire, on justifie cette fuite en avant. Il faut la justifier. Et comme beaucoup de personnes sont dans ce cas, alors on justifie cela. Et puis, si on commet des erreurs, on va toujours voir d'autres qui ont commis des horreurs aussi, etc. Donc, il n'y a pas de problème si on veut justifier cela. Et c'est une fuite en avant. Alors oui, ça va continuer de façon très dure. Maintenant, ça va permettre de vraies prises de conscience. Et il y a des gens qui
qui vont vraiment ouvrir les yeux. C'est arrivé déjà un certain nombre de personnes, ça va s'accroître. Beaucoup vont vivre des paliers qui vont s'accélérer. Au départ, c'est voir les choses à l'extérieur, un peu d'invictimisation, et puis très rapidement, pour certaines, hein, regarder à l'intérieur et comprendre que ce changement, il doit se faire en soi. Et là, ça devient une véritable opportunité, mais d'autres vont partir dans des délires incroyables. Et dans tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines. On le voit aussi dans l'approche spirituelle, où de personnes partent dans des choses qui sont complètement extravagantes. C'est-à-dire tellement l'ego est fort que voilà, ils peuvent décréter toutes sortes de choses sans avoir rien compris, sans avoir rien expérimenté, en ayant juste quelques expériences très succinctes, en ayant lu quelques livres, et puis ils vont commencer à parler des grands maîtres et se dire, partir dans des choses incroyables qui ne se faisaient pas avant. C'était très rare, exceptionnel. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout exceptionnel, ce genre de phénomène. Alors, ça sidère d'autres personnes qui sont dans une vraie démarche spirituelle, ne comprennent pas. Comprennent pas comment... voilà, des personnes qui du jour au lendemain, sans avoir vécu un processus voilà, je dirais d'éveil de la conscience, mais là, c'est pas le réveil de l'ego, il s'est jamais endormi, mais c'est la sublimation, on part dans quelque chose de phénoménal. Donc, ces phénomènes vont aussi s'amplifier, et ça va être, voilà, très, très conséquent, très violent hein, pour les gens, à un moment qui vont vivre cela. Parce qu'à un moment, bon, ben, on finit par atterrir et on est dans... C'est comme ce qui se passe sur le plan d'écologie, tout ça. On peut faire n'importe quoi, ça peut durer longtemps, et puis à un moment donné, il y a un retour de bâton, on le vit en ce moment. Donc, on est dans une période très particulière, où on a, je rappelle, une vraie opportunité de prise de conscience, d'éveil, vraiment, mais il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas se tromper de chemin, et il faut bien comprendre que ça ne peut pas se produire comme ça, simplement en étant spectateur, que ce n'est pas en pointant du doigt l'autre qu'on devient meilleur, ce n'est pas comme ça que ça se passe, qu'on doit vivre une vraie transformation. Ça, c'est important. C'est à l'image de ce qui se passe. Ce qui se produit dans le monde nous interpelle pour que nous nous transformons. On comprend que les problèmes que l'on voit aujourd'hui, qui nous impactent, ce n'est pas le fait d'extraterrestres qui ont débarqué et qui créent des conflits chez les humains, qui dévastent la Terre. C'est l'être humain qui fait cela. C'est l'être humain qui dévaste la planète, qui tue des milliards et des milliards d'animaux en les faisant souffrir, qui tue d'autres êtres humains, qui les viole, qui les torture, qui fait tout cela. C'est nous. Et tout ça pourquoi? C'est ça, ça doit nous amener à considérer en fait que le vrai problème, il est lié à notre nature, c'est-à-dire la nature de l'ego, ce besoin de pouvoir, ce besoin de dominer, qui se fait à des degrés différents, mais qui est toujours là. Et donc, si on veut y arriver, il n'y a pas 36 possibilités. C'est ça. Et donc, de ce point de vue-là, c'est une vraie opportunité pour celles et ceux qui vont faire les choses sérieusement. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'autre option que de s'éveiller, que d'éveiller sa conscience pour échapper à cette emprise de l'ego? Alors, il faut rentrer dans cette dynamique. Il faut le vouloir vraiment. Après, c'est un processus qui se fera, mais il faut vraiment être sur le chemin. Et pour se rendre compte qu'on n'est pas à côté, beaucoup d'humilité, ça c'est vraiment important. Et le travail sur soi, c'est ça qui est important. Oui. Ça doit nous amener à des changements profonds. Mais si on
On a l'impression que non, non, il n'y a rien à faire, on est parfait, tout est bien, tout est OK. Et puis le problème, ça vient des autres, etc. Les lendemains risquent d'être très, très douloureux pour ces personnes. Comme disait un humoriste, si vous avez l'impression d'être arrivé, c'est que vous n'avez pas l'intention d'aller très loin. C'est clair, c'est tout à fait ça. Et dans le contexte dans lequel on vit... Encore plus. Oui, puis ça va être dramatique pour les personnes, mais aussi parce qu'elles vont entraîner des personnes avec elles. Oui. On aura l'occasion d'en reparler, Swami, sans doute de faire une vidéo sur ce sujet-là. Et ce sera aussi le thème d'ailleurs de tes prochains satsangs. Qu'est-ce que l'éveil? Pour vraiment bien expliquer ce qu'est l'éveil et ce que cela n'est pas non plus. Pour terminer cette vidéo, quel conseil tu nous donnerais pour aborder cette fin d'année 2022? Il y a peut-être des gens qui regarderont aussi plus tard cette vidéo, mais quel conseil tu donnes pour aborder cette période que nous traversons? Beaucoup de lucidité. Il ne faut pas être dans le déni de ce qui se passe, ne pas fuir la réalité surtout, et en même temps, il ne faut pas que ça nous mette dans une situation d'impuissance, de se dire finalement, voilà, d'impuissance, ni de victimisation. Ce qui est très important face à cette situation, c'est prendre le temps, vraiment, face à soi-même, de se dire, ok, qu'est-ce que moi je dois changer? Comment ça me parle tout cela? Faire vraiment preuve d'honnêteté, c'est vraiment important. Et quand on fait cela, alors forcément ça va lancer un changement. Et ça se voit, ça se verra, on le saura. Il ne faut surtout pas avoir peur de ce changement, parce qu'on le voit bien que le changement est en train de se mettre en place, mais on le subit. Et le changement dont je parle, on ne peut pas le subir. Celui qui nous amène à l'éveil de notre conscience, on ne peut pas le subir. Des fois, les personnes disent, de toute façon, on n'aura pas le choix. Ça ne marche pas comme ça. Quand on dit on n'a pas le choix, c'est pour certaines choses que l'on peut mettre en place, d'autres qu'on va changer d'attitude. Mais ce dont je parle, c'est prise de conscience, cette transformation intérieure, c'est un choix. C'est un choix que l'on doit faire. Et quand on le fait, évidemment, on a des signes, ça se voit parce qu'on ne se préoccupe plus de ce que devraient faire les autres, de critiquer les autres, mais on fait ce travail sur soi, on fait sa part, on avance, on fait ces changements. Ce qui est important aussi pour les uns et les autres, c'est de se mettre sur le chemin vraiment de cet éveil de la conscience. Parce que chaque personne qui arrivera aidera d'autres personnes. Oui. Et donc pourra ensuite poursuivre son chemin de vie. Et c'est ça le plus important. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passera globalement au niveau de l'humanité? Je crois que ça c'est une autre histoire. On est tous concernés évidemment, mais là, vraiment la bonne façon d'aider l'humanité et les autres espèces de vie, parce qu'elles comptent elles aussi, elles ont de la valeur. Alors c'est de faire un profond changement sur soi. Et en faisant cela, alors c'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour soi-même, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire autour de soi, et c'est la meilleure chose que l'on puisse faire pour la planète, pour le monde. Merci Swami. Namasté.